Euh, Bonjour, je suis la directrice du pôle concept de l'entreprise Chorus, qui depuis maintenant une vingtaine d'années conçoit, réalise au sens de fait des travaux, et maintient les espaces marchands. On a un maillage qui correspond à celui de nos clients. On est implanté en France, on est implanté en Europe. On a plusieurs secteurs d'expertise, mais vous le percevrez, je me référais beaucoup à celui qui est notre secteur historique et qui est celui du tertiaire commercial. Donc, tertiaire commercial, c'est la vente de services, par nature intangible, et pour le coup, tout ce qui relève de l'émotionnel, du sensoriel, est plus compliqué à faire valoir. Une autre spécificité de Chorus, c'est qu'on travaille quasi exclusivement pour des enseignes en réseau. Donc notre expertise, c'est le déploiement, avec pour conséquence d'avoir toujours, et dans la partie réalisation, et surtout pour ce que je représente, la partie conception, l'obligation de mettre en place à la fois des parcours, des expériences et l'implantation d'outils qui nous rassemblent aujourd'hui, afin que ça fonctionne partout, sur tous les formats. On reparlera probablement de la culture flagship, qui est évidemment une très belle vitrine pour exposer tous les outils qu'on a évoqués depuis ce matin. Mais voilà, il faut que ça fonctionne partout, sur tous les formats, et de plus en plus sur toutes les typologies de concepts, sachant que dans le secteur du tertiaire commercial, on évolue vers ces dimensions. C'est-à-dire qu'on va plus raisonner sur un nombre de concepts, mais sur des concepts qui vont finalement se réancrer, se reterritorialiser en fonction des bassins de chalandise. Donc j'ai une question. Déjà, on a évoqué les États-Unis, le Royaume-Uni aussi d'ailleurs, que Laurence pourra en parler très très bien. On a toujours l'impression, en termes d'expérience en France, d'être un peu les derniers de la classe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous parle? Ce que je pourrais dire, et c'est toujours en me référant quand même à ce que je sais plutôt sur le tertiaire commercial, c'est que la France est d'une certaine manière un peu au milieu du gué en termes de maturité digitale. On a parlé ce matin, ça a été évoqué, cette notion de maturité digitale. Elle est quand même plutôt fondatrice. Ce qu'on peut dire, c'est que chez les anglo-saxons, dans le nord de l'Europe, en Asie du Sud-Est et à l'extrême est de l'Europe, et je pense en particulier à la Turquie, on a une maturité qui est bien plus élevée que celle qu'on a en France, avec des impacts immédiats et très directs quand même sur le canal physique. Je pense notamment au nord de l'Europe ou notamment dans le domaine bancaire. La maturité digitale est telle que les enseignes en réseau repensent leur maillage, le détricotent, suppriment des points de vente physiques, et que le e-commerce non seulement stagne mais décline pour passer directement au web mobile. Ça me fait penser aussi à tous les marchés, alors qui sont plus lointains, mais qui étaient des marchés qui étaient fondés sur les échanges avec le cash. On peut notamment penser à l'exemple de la Chine. Ce sont des marchés qui vont basculer directement vers le web mobile, et plus du tout passer par le canal du e-commerce. Voilà, en tout cas, en prenant un peu d'auteur, comment est-ce qu'on peut positionner la France. Mais quand on voit des choses assez extravagantes dans d'autres pays, des chronos digitaux, des choses qu'on met plein la vue, etc., on en voit peut-être un peu moins en France, où ça arrive après par les enseignes justement qui sont à la base américaines ou autres. Est-ce que ça, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'investissement? C'est une frilosité? Alors, c'est plein la vue. Peut-être qu'on peut se référer à des images que j'avais sélectionnées. Bon, là, c'est toujours pareil, je me réfère beaucoup au tertiaire commercial. Ce qu'il faut savoir dans le tertiaire commercial, donc dans la vente de services, c'est que l'arrivée de la digitalisation, de la connexion sur le point de vente physique a été une formidable opportunité, parce que ces outils-là permettaient de donner enfin un peu de substance, un peu de matière, un peu d'animation au point de vente. Vous avez tous à l'esprit ce qu'est une banque, ce qu'est un agent d'assurance, et on a tous à l'esprit des supports figés, avec une ambiance figée. On est bien dans des contextes d'achat contraint, et ces outils-là, ils permettaient
d'amener la vie qui est nécessaire au commerce. Avec ces excès, et j'ai sélectionné... où est-ce qu'ils sont? J'ai sélectionné... Le problème du tertiaire commercial en l'occurrence, c'est que normalement la clé d'entrée par rapport à la digitalisation ou la connexion, c'est la tentation du support. Moi je représente un département qui au quotidien est confronté à des clients qui dans les premières lignes du brief vont me dire « Attention madame, vous n'oubliez pas, hein, on veut des tablettes tactiles, on veut les écrans dynamiques, vous allez me remplacer les affiches en façade par l'écran dynamique. » Et donc c'est une clé d'entrée par le support. Le problème de la clé d'entrée par le support, c'est qu'on va quelquefois être confronté à des clients qui vont raisonner par itération, c'est-à-dire qu'ils vont venir plaquer des outils sur des dispositifs existants, et on sait bien que dans ce cadre-là, il y a toutes les chances que ça ne fonctionne pas. On est confronté à des clients qui vont, parce qu'ils ont des produits complexes, vont transférer à leurs clients la faculté de récupérer des données, et on sait bien que les données, c'est pas de l'information, et donc vont tâcher de vouloir continuer à les autonomiser. Je pense aux banquiers qui manifestement n'ont pas toujours retenu la leçon des automates qu'ils ont implantés à la fin des années 90 et au début des années 2000. Là, pour le coup, ils étaient en avance, c'est-à-dire qu'eux, ils intégraient dans l'expérience d'achat, dans l'expérience du point de vente, ils intégraient des machines qui avait vocation, alors ils ne le disaient pas, mais qui avait quand même vocation à déléguer aux clients les opérations à faible valeur ajoutée. Et ce qu'ils ont observé pendant les années 2000, c'est qu'il y avait du trafic en agence, mais il n'y avait plus de valeur ajoutée. Il n'y avait plus de valeur ajoutée parce qu'il n'y avait plus de contact. Le client entrait dans l'agence, il s'arrête aux automates, il fait son opération et il repart. Et ça c'est gravissime parce que finalement on se retrouve avec l'exemple qui est affiché, qui est celui de AIB, qui est une banque irlandaise et qui a créé à Dublin un concept qui nie l'intégration de l'humain, qui nie l'intégration du relationnel. Et les espaces physiques sont des espaces éminemment relationnels, ils sont faits pour ça, on sait très bien qu'on y va, on a une motivation, oui on va y chercher du conseil, oui on va y chercher de l'expertise, mais on va y chercher aussi du contact humain, de la relation, et on sait très bien qu'une conversation, même si elle s'ancre sur un point commercial au départ, elle amène aussi à papoter, on discute. C'est aussi bête que ça, on discute. Et on se retrouve avec des concepts qui confrontent les clients exclusivement à de l'écran, qui les autonomisent, qui les font venir sur des points physiques pour les mettre dans une petite cabine où ils vont être mis en relation avec un conseiller en visioconférence. Moi, je m'inquiète de ce type de projet, mais ça fait partie des excès. Dans une autre veine, on a au Brésil l'enseigne Bradesco qui non seulement nie l'humain, mais le remplace par un robot. Alors, la seule chose intéressante que je vois à ça, c'est qu'on a peut-être là, on sait très bien que entre le robot et l'intelligence artificielle, finalement, il n'y a qu'un pas à franchir. Et qu'on peut peut-être se dire qu'avec l'intégration de ce robot qui remplace l'humain, on est peut-être sur l'amorce de l'intégration de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on sait qu'à terme, c'est la disparition de tous ces outils visibles, hein, ce dont on parle depuis ce matin, la vitrine interactive, et que c'est l'environnement qui va interagir avec le client. Et alors sur un domaine qui n'est pas bancaire, mais sur le concept Hunter aux États-Unis, alors là, on n'a plus d'humain du tout, et tout est délégué au client, toutes les opérations sont déléguées au client. Là, il s'agit de vendre des jeans. Et le client va utiliser son smartphone pour dire moi je veux essayer ce jean et ce jean. Il va dans la cabine d'essayage, il y a une machine avec une bouche qui s'ouvre et qui délivre les jeans qu'il veut essayer. Ça lui convient et il achète, et il est complètement autonome. Mais c'est toujours pareil, où est l'expérience relationnelle? Rester chez soi. Bon, il essaye quand même. Il l'essaye, et ça c'est quand même une des vertus du canal physique. Les attentes des clients dans le canal physique, pour moi, ils ont quand même pas évolué par rapport au socle initial. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher la relation, chercher les conseils, on vient toucher du produit, on vient l'expérimenter, on va voir si ça nous va, au teint, si ça nous va par rapport à notre corpulence. Après, ce qu'on vient chercher, c'est de nouvelles interactions. Mais sur les fondamentaux, là on est juste. Mais on est dans une délégation complète de toutes les opérations qui sont donc désormais assumées par le client.
Et où est la relation? C'est-à-dire où est le cœur finalement de ce que doit être le canal physique? Oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on croit, en fait, l'autonomisation du client, c'est vraiment un mythe. Les gens ne viennent pas en magasin pour être autonomes, ils viennent en magasin pour avoir des interactions avec les produits et avec les vendeurs, de toute façon. Non seulement avec les vendeurs, et peut-être même, et ça c'est aussi l'observation de certains concepts, toujours aux États-Unis, un peu en Australie, c'est l'interaction avec les autres clients, de plus en plus. En tout cas, il y a des concepts qui vont pousser à cette communautarisation qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, réancrer finalement les enseignes dans leur territoire. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que on a là certainement des représentants d'enseignes qui ont des réseaux, qui sont pardon, On demande le nom d'enseigne. Ointer, H-O-I-N-T-E-R. Ointer. Oui, on parle d'enseignes en réseau, avec des logiques descendantes, où on appliquerait les mêmes choses de partout. Moi, ce que j'observe, c'est que de plus en plus, on reterritorialise, y compris par la digitalisation. C'est-à-dire la digitalisation qui va amener une espèce de communautarisme local, la capacité à interagir non seulement avec les vendeurs, mais aussi avec les autres consommateurs. C'est un signe... oui, Twitter fait ça très bien, en fait. C'est les réseaux sociaux, c'est Facebook. C'est les réseaux sociaux, et ce sont des réseaux aussi propres aux enseignes, parce qu'elles les motivent, elles les génèrent, elles les entretiennent. Et le sentiment d'appartenance pour le coup à une communauté, c'est aussi l'appartenance autour d'une communauté de marque. Très bien. Donc, Gaëtan improvise.